Bonjour et bienvenue dans La Neuro c'est Dingo. Je suis Nat et dans cet épisode, j'avais envie d'aborder un sujet qui peut radicalement transformer ta manière de te percevoir. Je vais te parler de ton potentiel. On va commencer par faire la différence entre celui que d'autres t'ont attribué ou celui que tu crois devoir prouver pour être légitime et ton vrai potentiel, discret parfois mais bien réel. On va aussi redéfinir ce mot potentiel parce qu'on ne l'utilise pas toujours dans le bon sens du terme. Par exemple, on le réduit souvent à une aptitude exceptionnelle, à un talent visible ou un don, et comme s'il ne valait la peine d'être reconnu que s'il permettait de faire carrière ou de gagner sa vie avec. Alors que le potentiel d'une personne, c'est l'ensemble de ses ressources, de ses prédispositions et de ses sensibilités qui ne demandent qu'à être explorées. C'est ce qu'elle pourrait développer, affiner, faire grandir si elle décidait de s'y intéresser et de les travailler pour les développer. Et cette définition change tout, parce qu'il ne s'agit pas d'un don réservé à quelques personnes. Ton cerveau par nature en recèle une infinité. Il suffit parfois de le redécouvrir, de l'écouter autrement et de lui faire confiance à nouveau. La science le confirme. Grâce à sa neuroplasticité, notre cerveau est capable d'apprendre, de se réorganiser et de créer de nouveaux circuits neuronaux, même à l'âge adulte. Ce processus ne s'arrête pas à l'enfance, il reste accessible tout au long de notre vie, même après des ruptures, des échecs ou des moments de découragement. Et je le dis et le répète souvent, parce que c'est vraiment important d'en prendre conscience. Comme l'explique le neuroscientifique Stanislas Dehaene, apprendre, ce n'est pas la preuve d'une capacité innée, mais la démonstration de la capacité du cerveau à évoluer, à s'adapter et à répondre à un environnement nouveau. Autrement dit, ton potentiel ne se mesure pas à ce que tu sais déjà, mais à tout ce que tu pourrais apprendre de nouveau. Le potentiel n'est ni figé ni limité. Il évolue avec l'expérience, l'effort, le temps et surtout avec le regard que tu poses sur toi-même. Plus tu te confrontes à des expériences nouvelles, plus tu donnes à ton cerveau la possibilité d'évoluer et parfois même de te révéler des capacités insoupçonnées. Il suffit d'une étincelle pour que tout s'éclaire autrement. Maintenant, la question importante est de savoir comment faire pour découvrir son potentiel quand on pense ne pas en avoir, quand on a l'impression de n'avoir aucune ressource clairement identifiée. C'est une impression que beaucoup de personnes partagent, mais qui repose souvent sur la confusion dont je te parlais au début, avec le problème de la définition du mot, qui donne une vision trop étroite de ce qu'est le potentiel. Il ne s'agit pas de tout savoir faire, ni d'être excellent dans un domaine précis, mais juste de prêter attention à ce qui te plaît à faire, à ce qui éveille ta curiosité et à ce qui te donne envie d'y revenir. Le potentiel se révèle dans la pratique et dans l'expérience, pas dans la théorie. Il apparaît quand tu oses, quand tu explores, quand tu te laisses surprendre par ce qui t'attire naturellement. Par exemple, à force de raconter des histoires à tes enfants, tu peux te rendre compte que tu as une vraie capacité à captiver l'attention des autres. Ou en aidant tes amis, tu peux te découvrir une aptitude à avoir une bonne écoute et à trouver les bons mots pour réconforter. Le potentiel ne se manifeste pas que par les diplômes et les palmarès. Il s'exprime même plus souvent dans les gestes simples du quotidien et dans les instants d'authenticité. Parfois, il suffit d'un changement de contexte, d'un défi ou d'une nouvelle opportunité pour qu'il émerge. Un projet collaboratif, une formation, une période de remise en question, et tu découvres en toi des ressources que tu ne pensais pas posséder, de la créativité, le sens de l'analyse ou une énergie constructive. Et c'est dans ce genre de moment que ton potentiel se révèle. On n'a pas toujours conscience de son vrai potentiel en sachant que comme on l'a vu, il n'est pas figé, mais c'est important de le connaître parce que ça joue sur notre confiance en nous et ça impacte aussi en profondeur la manière dont on se perçoit. Ce que tu reconnais en toi t'offre un nouveau point d'ancrage parce que tu ne te définis plus seulement par tes points faibles, mais aussi par tes points forts. Parce que si tu regardes bien, on nous apprend toujours à connaître nos points faibles pour les améliorer, mais on oublie souvent de s'intéresser à nos points forts. Par principe, on se dit qu'ils n'ont pas besoin d'être travaillés, mais en les connaissant bien, on crée un équilibre qui permet de mieux juger notre valeur personnelle. Ce changement de regard s'accompagne d'un véritable phénomène biologique. Lorsque tu mobilises une compétence, ton cerveau active son système de récompense. Il libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, et tu ressens alors une satisfaction intérieure qui va renforcer ta motivation et t'encourager à aller plus loin. Et c'est un processus cumulatif, c'est-à-dire que plus tu travailles une capacité,
et plus tu renforces les connexions neuronales qui y sont liées. C'est le principe d'Hebb. Les neurones qui s'activent ensemble se renforcent ensemble. Ton cerveau apprend donc à renforcer ce qui te stimule, ce qui te fait du bien et ce qui t'élève. Donc, on peut dire que découvrir ton potentiel, c'est trouver une dynamique de croissance. Même sans en faire ton métier, pour ton bien-être personnel, c'est un levier puissant qui peut raviver ton enthousiasme, ton envie d'apprendre et dans certaines situations ta capacité à rebondir. Et surtout, ça va t'aider à faire des choix plus justes et à suivre une voie qui te correspond. Par contre, il y a un piège à éviter, c'est celui du potentiel que l'on t'a attribué et c'est vraiment important de s'en méfier. Je t'explique. Parfois, ce ne sont pas nos propres découvertes qui définissent notre potentiel, mais le regard que les autres ont porté sur nous. Un regard qui souvent devient une étiquette, et ces étiquettes peuvent s'avérer limitantes, voire paralysantes, lorsqu'elles sont acceptées comme des vérités immuables. Pour être clair, je vais te donner un exemple concret en te parlant de ma propre expérience. Quand j'étais au collège, je n'étais pas très discipliné, ou disons plutôt que je n'étais pas du tout motivé par les études. J'avais un bon niveau en français, parce que j'aimais bien, mais j'avais décroché en maths. Et j'ai donc été classé très jeune dans la catégorie des profils dits manuels. Et comme j'aimais tout ce qui était manuel, je n'étais pas plus surprise que ça. Je m'étais construite avec cette idée que je n'étais pas faite pour les études, parce que je n'avais pas de bonnes capacités intellectuelles, et donc que mon avenir devait être dans des métiers manuels. Au final, après mon BEP, j'ai travaillé dans un bureau comme secrétaire, donc rien à voir avec un métier manuel, mais on va dire que ça a été un concours de circonstances. Toujours est-il que j'étais persuadée d'avoir un profil de manuel. Puis, à l'âge de 35 ans, je me retrouve licencié économique, ce qui à l'époque me permettait d'avoir une reconversion professionnelle en passant par une formation. À l'époque, je découvre que je pouvais, grâce à mes capacités manuelles, me former pour devenir animatrice socio-culturelle diplômée. Donc, je me renseigne sur la formation pour passer à l'époque un brevet d'état d'animatrice, sauf que je découvre qu'il y avait un examen d'entrée. Et là, je me suis dit que je n'allais pas me mettre la pression, que j'allais tenter cet examen et que si je le ratais, je ferais simplement autre chose. Résultat, j'ai réussi mon examen et j'ai donc été prise pour un an de formation. Et là, surprise, j'ai découvert en moi un potentiel que je n'imaginais même pas, celui d'apprendre et de comprendre tout ce que je découvrais. J'ai dû beaucoup écrire, structurer mes idées et créer du contenu pédagogique. Et à chaque étape, je réalisais que ce que j'avais toujours cru impossible pour moi ne l'était pas. Ce potentiel intellectuel, je l'avais toujours eu, mais il était simplement endormi. J'étais si contente de découvrir mes nouvelles capacités que ça m'a boosté et que je n'ai même pas eu à forcer. Pour finir, j'ai réussi mon examen final avec, à l'épreuve écrite, une très bonne note de 18 sur 20. Alors bien sûr que j'étais hyper fière de moi sur le moment, mais c'est surtout que ça a été une vraie révélation. Résultat, 2 ans plus tard, j'ai repassé une autre formation pour avoir le diplôme au-dessus, le diplôme d'état aux fonctions d'animateur. Et aujourd'hui, je peux fièrement dire que j'ai un bac+3 sans le bac. Depuis, j'ai passé toutes les formations que j'avais envie et j'apprends tout ce que je veux quand je veux. Et si je te raconte cette expérience, c'est parce qu'au final, j'ai vécu des années avec l'idée que j'avais que le potentiel que les autres m'avaient attribué. Sans compter qu'à l'époque, j'avais comme beaucoup de gens l'idée qu'on ne pouvait pas changer comme on le voulait. Contrairement à la mentalité de croissance, où on sait que l'on peut évoluer tout au long de notre vie. Le truc, c'est qu'à travers sa théorie sur la mentalité de croissance, Carol Dweck nous explique que nous évoluons en fonction de la manière dont nous percevons nos capacités, ce qui est logique. Si tu crois que tes compétences sont figées, tu n'essaieras même pas. Par contre, si tu sais qu'elles peuvent se développer, tu n'hésiteras pas. Tu comprendras donc pourquoi je te parlais du piège de l'étiquette, parce que mon histoire n'a au final rien d'exceptionnel. Je pense même que ça arrive très souvent. Il n'y a qu'à voir combien d'anciens cancres ont au final réussi à faire de belles carrières. D'ailleurs, en dehors des gens célèbres que l'on cite tout le temps, j'ai personnellement connu un très bon formateur qui avait un bac+7 sans le bac et qui était sorti de l'école avec un CAP de vanille. Et un directeur d'un grand cabinet d'assurance qui avait lui un CAP de fromager. Et c'est ce qui me fait dire que mon histoire de potentiel endormi arrive à beaucoup de personnes. Alors, ne laisse jamais une étiquette décider pour toi, même si tu l'as portée longtemps. Tu peux toujours t'en libérer et choisir d'apprendre pour évoluer si tu le veux. Après, il y a aussi un autre point important.
parce que connaître son potentiel est une chose, mais décider de la manière dont tu souhaites l'exploiter en est une autre. Et cette décision t'appartient entièrement. Par logique, beaucoup de gens parlent de découvrir son potentiel pour choisir le bon métier par exemple, alors que ce n'est pas toujours ce que tu auras envie de faire. Et je peux aussi t'en parler, parce que du coup, avec ma petite étiquette de manuel dans le dos, j'ai développé de très bonnes compétences dans plusieurs domaines manuels et notamment dans la couture. Avec le temps et en tant qu'autodidacte, j'ai appris à faire des vêtements. À 21 ans, j'ai fait ma robe de mariée et aujourd'hui, je me régale à créer des costumes vénitiens. Et on m'a souvent encouragé à en faire une activité professionnelle, à créer une entreprise pour vendre mes créations et répondre à des commandes. Alors, j'ai essayé. Sauf que j'ai vite compris que ce qui me plaisait, c'était de créer des pièces qui correspondaient à ce que moi j'aimais et que je n'aimais pas travailler sur des commandes qui ne me plaisaient pas. Ce qui m'animait, c'était la liberté de créer selon mes envies, à mon rythme et dans mon style. Alors j'ai choisi de faire de ce potentiel une passion, une source de plaisir que j'ai choisi de partager à travers une chaîne YouTube, l'atelier Crazy by Nat, où j'offrais des tutos pour apprendre à faire des petites créations couture créative. Aujourd'hui, la chaîne a dépassé les 30 000 abonnés. Mais voilà, j'ai exploité ce potentiel à ma façon. Et pourtant, beaucoup de personnes n'ont pas compris mon choix. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu ne veux pas choisir de vivre de ta passion. Pour eux, tu n'exploites pas ton potentiel. Sauf que ton potentiel ne doit pas te contraindre à quoi que ce soit. Il t'offre des options. Après, c'est à toi de choisir comment tu veux les exploiter. Tu peux les explorer juste pour le plaisir, pour nourrir ton équilibre intérieur, pour l'offrir au monde ou pour le garder comme un jardin secret. L'essentiel, c'est que toi, tu sois d'accord avec ton choix, même si les autres ne le comprennent pas. Combien de fois j'ai entendu des phrases du style « Oh, c'est quand même dommage avec les mains en or que tu as », comme si les gens regrettaient à ma place. Alors que je ne me prive de rien, j'ai juste fait le choix de préserver ma passion quand j'ai compris que je l'aurais très vite perdue. Et je voulais aussi te parler de ce point important, parce que c'est le genre de situation qui arrive souvent. En fait, la majorité des gens pensent que c'est le Graal de vivre de sa passion, alors que vivre une passion sans pression et sans contrainte, ce n'est absolument pas la même chose. Après, ça dépend peut-être du caractère de la personne, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours un bon choix. D'ailleurs, n'hésite pas à réagir si tu veux dans la partie commentaires sur YouTube, je sais que tu peux le faire. Je voulais juste te dire que si tu as des commentaires ou des questions, tu peux les partager. Donc, j'en reviens à notre sujet avec la dernière partie qui s'adresse plus aux parents ou aux personnes qui travaillent avec des petits humains et qui se demandent comment aider son enfant à découvrir ou à développer son potentiel. La première chose que je veux préciser, c'est qu'en tant qu'adulte, notre rôle n'est pas d'apprendre à l'enfant à découvrir son potentiel, mais de créer les conditions qui lui facilitent sa découverte. La nuance peut être légère, pourtant elle est très importante parce que l'enfant a aussi besoin de chercher par lui-même, de se tromper, de recommencer et d'oser à sa façon. En tant que parent ou adulte, notre rôle n'est pas de tracer une voie toute faite, mais de semer autour de l'enfant des occasions de découverte, en lui offrant un environnement varié, stimulant et sécurisant pour qu'il puisse explorer sans être jugé et surtout sans réduire ses aptitudes à une seule dimension. L'idée, c'est de l'exposer à des expériences variées, de lui faire découvrir l'art, la nature, la science, le sport, la musique, la cuisine, le bricolage, mais juste pour qu'il ressente, qu'il touche et qu'il essaye. Le potentiel ne se révèle pas toujours au premier essai. Il a besoin de temps, de curiosité et de confiance. Comme le rappelait Maria Montessori, l'enfant apprend mieux dans un environnement libre, structuré et riche en stimulation. Et comme Carol Dweck nous rappelle aussi que valoriser l'effort plutôt que le résultat est essentiel pour nourrir cette dynamique de curiosité intérieure. Et bien sûr, il faut éviter les étiquettes, même les plus flatteuses, parce qu'au final, elles enferment l'enfant dans une image qu'il se sentira peut-être obligé de maintenir même si elle ne lui correspond plus. Le but n'est pas de trouver ce qu'il est censé devenir, mais de l'aider à se découvrir librement. En clair, je te dirais qu'il est important de connaître ton potentiel, mais qu'il ne doit ni t'enfermer, ni te définir. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel aux yeux du monde pour avoir de la valeur, et tu n'as pas besoin d'exploiter ton potentiel si tu n'en ressens pas l'envie. Tu as simplement besoin de savoir qu'il est là. Ce n'est pas un but à atteindre, mais une richesse à cultiver. Il est vivant, il se transforme et il peut devenir, si tu le souhaites, un vrai levier de confiance.
Alors, prends le temps d'écouter ce qui t'anime, ce qui t'inspire, ce qui te rend curieux et d'explorer sans pression de nouvelles activités, parce que c'est souvent là que la magie opère. Ce qui compte au final, ce n'est même pas ce que tu fais de ton potentiel, mais ce que le fait d'en avoir conscience change pour toi. Pour finir, si jamais après tout ça tu doutes encore d'avoir du potentiel dans quelque chose, alors laisse-moi te dire avec certitude que c'est juste que tu ne l'as pas encore découvert. Peut-être qu'il est encore endormi, parce que des personnes sans aucun potentiel, ça n'existe pas. Dans le prochain épisode, je t'inviterai à poursuivre ce chemin intérieur, mais cette fois pour parler de l'importance de notre environnement. Parce que sans que tu t'en rendes compte, ton entourage, ton cadre de vie et même ton décor quotidien peuvent avoir une influence énorme sur ton état d'esprit, ta motivation et ta capacité à avancer, et même sur ta santé. Alors, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de La Neuro c'est Dingo. D'ici là, prends soin de toi et de ton mental. Et n'oublie pas, je suis Nat, celle qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation.